Au centre de la salle se dressait un trône de pierre noire, sur lequel siégeait le Jarl. Eysteinn se tenait au milieu du hall, encerclé par un cercle de guerriers. Leurs visages étaient durs et inflexibles, leurs mains posées sur les pommeaux de leurs épées. Parmi eux, il reconnaissait des compagnons d'É, armes avec lesquelles il avait partagé le pain et les dangers des expéditions. Maintenant, il le regardait comme un étranger. Le froid le transperçait jusqu'aux os, même si les foyers brûlaient avec éclat. Le Jarl Roald gardait le silence, observant l'homme qui se tenait devant lui. Eysteinn ne baissait pas les yeux, même si son cœur frappait dans sa poitrine comme un marteau sur une enclume. Il savait que son destin se décidait en ces instants, et, quel qu'il fût, elle accepterait avec honneur. À la droite du trône se tenait Sigvald Main de Fer, le plus proche conseiller du Jarl. C'était lui qui avait parlé le premier de trahison. C'étaient ses paroles qui avaient conduit Eysteinn ici. Dans son regard brûlait une haine glacée. Enfin, le Jarl prit la parole. Sa voix était profonde et autoritaire, et chaque mot résonnait en écho sous les voûtes du grand hall. Il rappela à tous ce qui était passé 3 jours plus tôt, pendant le raid contre un établissement un clan ennemi. Le groupe d'Eysteinn avait capturé le fils du chef adverse, un jeune homme nommé Brandolfr. Selon toutes les lois de la guerre, le prisonnier devait soit devenir esclave, soit être offert en sacrifice aux dieux pour les compagnons tombés. Mais Eysteinn avait agi autrement. Lorsque le détachement était arrêté pour la nuit dans la forêt, il avait secrètement libéré le jeune homme et lui avait indiqué le chemin vers sa terre natale. Brandulf était blessé au combat. Il se tenait à peine debout, et la mort, elle, attendait à chaque pas. Eysteinn lui avait donné de eau, bandé ses plaies, et lui avait même cédé une partie de ses provisions. Sigvald avança et raconta comment il avait découvert la disparition du prisonnier. Les recherches n'avaient rien donné, mais le lendemain, un des éclaireurs avait vu Eysteinn près un ruisseau où il lavait des bandages ensanglantés. Le Jarl demanda à Eysteinn il reconnaissait sa faute. Celui-ci répondit une voix calme et claire que oui, il avait libéré le prisonnier. Mais il ne se considérait pas comme un traître. Le jeune homme était battu avec bravoure, avait reçu des blessures honnêtes au combat, et il aurait été injuste de le laisser mourir de ses blessures enchaînées. La guerre est la guerre, mais l'honneur doit rester l'honneur. Les mots Eysteinn provoquèrent un murmure parmi les guerriers. Certains secouaient un coup la tête. Autres serraient les poings. Sigvald cria que était de la trahison à état pur, que, à cause une telle mollesse, les ennemis les prendraient pour des faibles. Un ennemi reste un ennemi, et il ne mérite aucune pitié, ni au combat, ni en captivité. Mais il y en avait fait une ronce, mais il y en avait aussi qui comprenaient le geste d'Eysteinn. Un vieux guerrier, Tormod Barbe Grise, vétéran de nombreuses expéditions, déclara que, dans sa jeunesse, il avait lui-même souvent vu comment une cruauté excessive se retournait contre ceux qui la pratiquaient. Les dieux n'aiment pas le sang versé en vain, et la vengeance atteint toujours celui qui, oublie. Le Jarl écouta tous ceux qui souhaitaient parler. Puis il se leva de son trône et descendit lentement jusqu'à Eysteinn. Approchant de lui, il le fixa longuement dans les yeux, comme s'il cherchait à sonder son âme. Enfin, il parla en disant qu'il comprenait les motivations de son acte, mais qu'il ne pouvait les approuver. La guerre exige des décisions dures, et la clémence envers les ennemis se transforme en mort pour les amis. Le Jarl prononça la sentence « exil ». Pas la mort, en signe de respect pour les anciens mérites du guerrier, mais pas le pardon non plus. Eysteinn devait partir pour Skugaholm, une forteresse ancienne située au bord même du monde connu. On y envoyait ceux qui ne méritaient pas la mort, mais qui ne pouvaient plus rester parmi les habitants de ce village. Skugaholm était un lieu enveloppé de légendes et de craintes.
On disait que la forteresse se dressait à la frontière entre le monde des hommes et le royaume des morts. Aucun de ceux qui y avaient été envoyés n'était revenu, et personne ne savait ce qu'il advenait des bannis. Certains pensaient qu'ils mourraient simplement de froid et de faim dans ces terres désertes. Des autres murmuraient des choses plus effrayantes, racontant que la forteresse était peuplée de spectres et de démons. Mais ce n'était sûrement que des divagations. Sans doute. Eystein écouta la sentence sans trembler. Il remercia le Jarl pour sa clémence et déclara qu'il accepterait l'exil comme une occasion d'expier sa faute devant les dieux et devant les hommes. Peut-être qu'au bord du monde, il trouverait ce qui l'aiderait à devenir meilleur. Le Jarl ordonna que l'exilé dispose de 3 jours pour se préparer et faire ses adieux. Il avait aussi droit à des armes, à des vêtements chauds et à des provisions pour le voyage. C'était la marque du dernier respect envers un guerrier qui avait servi fidèlement le clan pendant de longues années. Lorsque assemblée prit fin, les guerriers commencèrent à se disperser. Certains approchaient d'Eystein, lui serrèrent la main et lui souhaitaient des bonnes chances sur cette route difficile. Des autres détournaient le regard, refusant même de poser les yeux sur celui qu'ils considéraient comme un traître. Tormod, barbe grise, approcha le dernier et dit à voix basse qu'il était fier de l'acte d'Eystein, même si celui-ci lui avait coûté tout ce qu'il possédait. Sigvald Main de Fer accompagna exilé jusqu'aux portes du Grand Hall. Sur le seuil, il lui dit que Eystein aurait pu devenir un grand chef si ce haine avait été sa maudite douceur. À présent, il était destiné à disparaître dans les neiges au bord du monde, et personne ne saurait même rien de sa mort. Eystein répondit que chaque homme choisit lui-même sa route, et qu'il ne regrettait pas son choix. Le plus important, était qu'il ne s'était pas trahi lui-même. En sortant du hall dans la nuit glaciale, il leva la tête vers les étoiles et demanda en pensée au Dieu de lui donner la force d'atteindre le lieu qui lui était destiné, et y trouver ce pourquoi on y envoyait. Les 3 jours passèrent rapidement. Eystein rassembla ses maigres biens, fit ses adieux à ses amis et se mit en route. Derrière lui restait le monde des hommes. Devant lui, attendait inconnue. Mais il avançait un pas ferme, sans se retourner, prêt à affronter son destin face à face. Eystein quitta les terres du clan à aube, lorsque les premiers rayons du soleil perçaient à peine épaisse couche de nuages gris. L'air glacé brûlait ses poumons, et la neige dure crissait sous ses pas. Derrière ses épaules pendait un sac lourd, rempli de provisions. À son côté ballottait une épée dans son fourreau, et dans sa main, il serrait une solide lance qui lui servait de bâton sur la route difficile. Le sentier qui menait au nord était bien tracé. Les chasseurs et les marchands, empruntaient pour rejoindre les établissements lointains. Durant les premières heures de marche, Eystein traversa des lieux familiers, un bosquet où, enfant, il cueillait des noisettes, une colline où ouvrait la vue sur ses terres natales. Un ruisseau où, avec ses amis, il pêchait que le poisson pendant les longues soirées d'été. Chaque endroit lui rappelait une vie passée, qui, désormais, était restée derrière lui pour toujours. À midi, il atteignit la dernière avant-poste du clan. Les gardes étaient au courant de son exil et le laissèrent passer en silence. Seul un un roux barbu nommé Geirmund, que jadis Eystein avait sauvé un ours, hocha brièvement la tête en guise d'adieu. Au-delà de avant-poste commençait des terres désertes qui, appartenaient à aucun clan. Là ne vivaient que les loups et des bandits qui se cachaient de la justice dans les forêts profondes. Le sentier devenait de plus en plus étroit et difficile. La neige formait une couche épaisse et Eystein enfonçait presque jusqu'aux genoux à chaque pas. Les arbres se faisaient plus denses et plus sombres, leurs branches entremêlant au-dessus de sa tête, empêchant la lumière du soleil de passer. Dans cette pénombre,
Chaque son semblait plus fort que D, ordinaire. Le craquement des branches sous ses pieds, le grincement de la neige, le hurlement lointain D, un loup quelque part au fond de la forêt. Le soir du premier jour, Eystein déboucha sur une petite clairière, où il décida de passer la nuit. Il alluma un feu, prépara un repas frugal avec de la viande séchée et des galettes que la vieille cuisinière du grand hall lui avait données pour la route. Les flammes dansaient joyeusement, repoussant l'obscurité, mais le froid insinuait quand même sous ses fourrures, le forçant à frissonner et à jeter sans cesse de nouvelles branches au feu. La nuit, des bruits dans la forêt le réveillèrent. Quelque chose de massif se frayait un chemin dans les fourrés, brisant les branches et renâclant. Eystein saisit son épée et scruta l'obscurité au-delà du cercle de lumière. Des yeux brillaient dans les buissons, mais la bête n'osa pas attaquer. Peut-être que le feu, effrayait. Ou peut-être avait-elle simplement pas faim. Eystein ne dormit plus jusqu'à l'aube, tendant l'oreille ilée au moindre frôlement. Le second jour de marche fut encore plus éprouvant. Le sentier avait presque disparu, et il devait ouvrir la route lui-même, en S, orientant grâce au soleil et aux étoiles. La forêt devenait plus sombre et plus épaisse, et les arbres plus hauts et plus anciens. Certains étaient ainsi vieux que même 10 hommes auraient pas pu entourer leur tronc avec leurs bras. Sur elle, l'écorce apparaissait des étranges signes et des signes. Peut-être des dessins de la nature, peut-être des runes gravées par on ne savait qui, ni quand. À midi, Eystein tomba sur un ancien lieu de culte, un cercle de pierres, avec un autel au milieu. Les pierres s'étaient couvertes de mousse et de fissures, et sur autel gisaient les restes de sacrifices, des ossements des animaux, des pointes de lance rouillées, des pièces sternies par le temps. Ce lieu inspirait une crainte sacrée, et Eystein ne y attarda pas. Il inclina brièvement devant les dieux et leur demanda leur bénédiction pour le long voyage. Après le milieu du jour, la forêt commença à éclaircir. Mais cela, apporta aucun répit. À la place des fourrés sombres, des plaines enneigées sans fin ouvrirent devant le voyageur, où le vent errait librement, soulevant des tourbillons de neige et le transperçant jusqu'aux eaux. Il n'y avait là aucun abri contre les intempéries. Et il lui fallait avancer de front, le visage couvert par le bord de son manteau. Le soir du second jour, Eystein aperçut un point sombre à l'horizon. En approchant, il découvrit une cabane à moitié en ruine, ancienne demeure de chasseurs ou d'ermites. Le toit était en partie effondré, mais les murs tenaient encore, et à l'intérieur on pouvait se protéger du vent. Sur le sol gisaient des restes de meubles et des ustensiles, mais tout était recouvert de neige et de glace. Eystein déblaya un emplacement le long du mur, alluma un petit feu avec les débris de mobilier et s'installa pour la nuit. Dans un coin de la cabane, il trouva plusieurs livres, mais ils étaient si abîmés par le temps et l'humidité que on ne pouvait y déchiffrer que quelques mots épars. Un des à ce qu'il semblait, était un recueil de chants et de récits, l'autre une description des étoiles et de leur course dans le ciel. Les jours suivants, il poursuivit sa route avec assurance. Le chemin le mena jusqu'à une vallée. Un vent étrange soufflait dans la vallée. Il ne semblait pas apporter de LR, mais plutôt aspirer la chaleur du corps. Eystein resserra son manteau autour de lui et suivit le lit une rivière gelée, dont la glace était si épaisse qu'elle ne pliait même pas sous son poids. Par endroits, à travers la épaisseur de glace, on distinguait une eau sombre qui coulait lentement dans les profondeurs. Lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon, Eystein remarqua une silhouette sur la rive opposée. Dès à bord, il crut que c'était un arbre ou un rocher, puis il comprit que c'était un homme. Un vieillard était assis près un petit feu, et fredonnait quelque chose entre ses dents. Sa voix se répercutait dans la vallée un écho étrange,
comme si le son se reflétait de nombreuses fois sur des murs invisibles. Einstein traversa la rivière sur la glace et S s'approcha de elle, inconnu. C'était un très vieux homme, à la longue barbe grise et aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. Il portait une pelisse usée, et dans ses mains, il tenait un bâton orné de sculptures et de symboles étranges. Près du feu, se trouvait une besace de voyage et une petite harpe. Le vieillard salua Einstein sans le moindre étonnement, comme il attendait sa venue. Il se présenta comme Holstein Chant de Rune et disait qu'il voyageait depuis de longues années à travers les terres du Nord, recueillant les anciens chants et les légendes. Quand Einstein lui parla de sa mission, le vieillard secoua la tête et déclara que Skugaholm n'était pas un lieu pour les vivants. Holstein raconta la légende de Hel, ancienne forteresse. Bien des siècles auparavant, une grande bataille était déroulée entre Ei, armée des mortels, et les forces des ténèbres surgies des profondeurs infernales. Les guerriers avaient combattu 7 jours et 7 nuits, jusqu'à ce qu'ils finissent par vaincre Hel ennemi, mais la victoire avait été payée au prix terrible. Les survivants jurèrent de rester en garde jusqu'à ce que le dernier ennemi fût abattu, et ce serment lia leurs âmes à cet endroit pour l'éternité. Le vieillard avertit Einstein que à Skugaholm le temps ne écoulait pas comme dans le reste du monde. Un jour pouvait y durer une année, et une année y passait comme un jour. Ceux qui y arrivaient perdaient le lien avec le monde des vivants et devenaient une partie de cette garde éternelle. Aucun des exilés n'en était revenu, parce qu'ils ne le pouvaient plus. Einstein écouta ces avertissements, mais déclara qu'il ne pouvait changer sa route. Une sentence reste une sentence, et il devait l'accomplir. Peut-être dans ce lieu étrange trouverait-il l'expiation de son âme, ou au moins le repos. Le vieillard soupira et désigna du geste le nord, où, derrière une chaîne de collines, se profilaient au loin des sommets de montagne. Là-bas, dit-il, parmi les rochers et les neiges éternelles, se dressait l'ancienne forteresse. Il restait encore un jour de marche, mais la route serait plus facile que celle que Einstein avait déjà parcourue. Hallstein lui proposa de partager son repas et son feu pour la nuit, et, au matin, de lui indiquer le bon sentier. Ils passèrent entre la soirée près du feu, et le vieillard raconta de vieilles histoires de héros et de dieux, de batailles et des aventures. Sa voix était mélodieuse et envoûtante, et les récits eux-mêmes si vifs qu'ils semblaient réels. Einstein écoutait, oubliant le froid et la fatigue, et pour la première fois depuis de nombreux jours, il ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Au matin, Hallstein accompagna Einstein jusqu'au bord de la vallée et lui montra le sentier qui menait vers les montagnes. Ils se séparèrent comme deux vieux amis, bien qu'ils ne se connussent que depuis une seule nuit. Le vieillard souhaita à elle exilée de trouver ce qu'il cherchait et le mit encore une fois en garde. À Skugaholm, il fallait se souvenir de qui on était, sans quoi on risquait de se perdre à jamais. Einstein s'engagea sur le chemin indiqué, et lorsqu'il se retourna pour la dernière fois, il ne vit plus trace du vieillard. Le sentier de montagne se révéla plus traître que ne avait annoncé le vieux Skald. À chaque pas, la montée devenait plus raide, et l'air plus raréfié. Et Einstein s'est arrêté souvent pour reprendre haleine et observer les alentours. Le soleil touchait presque à l'horizon lorsque Einstein aperçut enfin Skugaholm. La forteresse se dressait sur le sommet plat de la montagne, comme si elle avait poussé hors du roc lui-même. Ses murailles étaient bâties de pierres sombres, qui absorbaient la lumière et semblaient presque noires sur le fond de neige. Les baies tours se dressaient vers le ciel comme des doigts osseux, et, par-dessus tout, flottaient au vent des étendards usés aux couleurs méconnaissables. Mais ce qui frappait le plus, était que la forteresse n'était pas déserte. De la lumière brillait aux fenêtres, de la fumée montait des cheminées, et on distinguait sur les remparts les silhouettes de garde. Einstein attendait à trouver des ruines ou, au mieux, un bastion abandonné.
mais devant lui se tenait une forteresse vivante où quelqu'un montait la garde. Enfin, il atteignit la porte. Les lourds battants de chêne, renforcés de fer, étaient grands ouverts, comme si elle et on attendait sa venue. Au-delà, on voyait une cour intérieure, recouverte de neige tassée, et plusieurs bâtiments, des casernes, une forge, des écuries. Tout paraissait habité et bien entretenu, ce qui était autant plus surprenant dans un endroit si oublié des dieux. Près de la porte se tenait un homme. C'était un grand guerrier en lourde armure, par-dessus laquelle était jetée une peau d'ours. Son visage était encadré une barbe grise qui descendait presque jusque à la ceinture. Mais ses yeux étaient étonnamment jeunes et clairs, comme si ils appartenaient à un adolescent. Dans ses mains, il tenait une longue lance au large fer, et à sa ceinture pendait une épée au fourreau usé. Le garde observait en silence l'approche d'Eystein, sans montrer ni étonnement ni hostilité. Lorsque exilée s'arrêta devant lui, il hocha lentement la tête et déclara, une voix profonde, que son nom était Rolfdan Barbe Cendrée, et qu'il accueillait ici tous ceux qui arrivaient, que ce fût par sentence ou de leur plein gré. Eystein se présenta et raconta les raisons de son exil. Rolfdan écouta sans l'interrompre, hochant seulement la tête de temps à autre. Quand le récit fut terminé, il répondit qu'il comprenait les raisons de l'acte d'Eystein et ne le condamnait pas. La miséricorde est une vertu rare en ce temps, et peut-être pour cela que les dieux, avaient qu'un conduit ici. Alors c'est si est que Amdé, Eystein avait sa place en ce lieu. Le chef des gardes mena le nouveau venu à travers la cour au bâtiment principal de la forteresse. En chemin, il expliqua que Skuggaholm n'était pas tout à fait une prison dans le sens habituel du terme. C'était plutôt un lieu de service, où des hommes accomplissaient une veille particulière. Quel genre de veille, Eystein ne le découvrirait que plus tard, lorsqu'il ferait connaissance avec les autres habitants de la forteresse. La grande salle était un vaste local chaleureux, aux voûtes élevées, avec un large foyer au centre. Le long des murs se trouvaient de longues tables et des bancs pouvant accueillir des dizaines de personnes. Mais, pour l'instant, il y en avait que 4. Tous étaient vêtus de vêtements usés mais solides de guerriers. Tous portaient des armes. Et tous présentaient le même étrange contraste entre des cheveux gris et des yeux jeunes. Rolfdan présenta ses compagnons un par un. Le premier était Arnvid Brascour, un homme trapu auquel manquait le bras gauche, perdu dans quelque ancienne bataille. Malgré cette blessure, il se débrouillait avec une grande aisance de la main droite et semblait, à en juger par ses mouvements, être un guerrier redoutable. Arnvid accueillit Eystein avec un grand rire et se lança aussitôt dans une plaisanterie à propos un Skaldborgne et un troll à 2 têtes. Le second était Freysten le silencieux, un homme grand et mince, aux longs cheveux rassemblés en une tresse. Il était assis contre le mur, le dos appuyé à la pierre, et paraissait somnoler. Quand Rolfdan prononça son nom, il entr'ouvrit seulement un œil et salua le nouveau un bref signe de tête. Les manches de sa tunique étaient retroussées, et Eystein remarqua que la peau de ses bras était anormalement pâle, presque blanche. Le troisième se nommait Gunvald le regard perçant, un homme des âges mûrs, aux yeux gris pénétrants et à la barbe soigneusement taillée. Il était assis à une table, penché sur anciens parchemins, et ne leva la tête que lorsque Rolfdan appela. Gunvald détailla Eystein de la tête aux pieds, comme pour évaluer, puis hocha la tête avec et un homme satisfait de ce qu'il voyait. Le dernier se révéla être Einwald Volonté de Fer, le plus jeune des apparences, bien que ses cheveux fussent eux aussi marqués par quelques mèches blanches. Il était occupé à nettoyer des armes et ne interrompit pas dans son travail, même pendant les présentations. Ses gestes étaient précis et mesurés, ceux un homme qui avait répété les mêmes mouvements des milliers de fois. Rolfdan installa Eystein à la table
et lui apporta à manger et à boire. La nourriture était simple, mais nourrissante. De la viande bouillie, du pain, du fromage et de El-Al. Tout paraissait étonnamment frais, compte tenu de éloignement de la forteresse de tout établissement humain. À la question de savoir où venaient les provisions, Rolfdan se contenta de sourire mystérieusement et déclara que à Skuggaholm, bien des choses n'étaient pas comme dans le monde ordinaire. Pendant le repas, Arnvid divertissait l'assemblée avec des histoires et des plaisanteries. Ces récits étaient amusants, mais Eystein remarqua que certains entre eux, il les avait déjà entendus autrefois, presque mot pour mot. Quand il en fit la remarque, Arnvid éclata de rire et affirma que les bonnes histoires devaient en être racontées bien des fois, surtout lorsque auditoire, change sans cesse. Gunvald posa ses parchemins et se joignit à la conversation. Il interrogea Eystein sur les événements du monde extérieur, sur les guerres et la politique, sur la manière dont vivaient tous les hommes dans les terres lointaines. Ces questions étaient fines et précises, révélant une profonde connaissance de la nature humaine. On avait l'impression que n'avait pas reçu de nouvelles fraîches depuis très longtemps et qu'il absorbait chaque parole avec avidité. Freysten, lui, continuait de se taire, se contentant de jeter parfois un regard vers ceux qui parlaient. Einwald acheva le nettoyage des armes et se mit lui aussi à écouter la discussion, bien que y prit pas part. De temps à autre, il se levait et s'approchait une fenêtre, scrutant l'obscurité au-delà des murs de la forteresse. Lorsque le repas toucha à sa fin, Rolfdan expliqua à Eystein les bases de la vie à Skuggaholm. Chacun des habitants de la forteresse avait ses propres tâches. Certains veillaient aux réserves, autres entretenaient les armes et les armures. Autres encore montaient dans la garde sur les remparts. Mais leur mission principale commençait avec la tombée de la nuit. Chaque nuit, déclara le chef des gardes, ils allumaient des torches sur les murs et prenaient le poste de veille. Ils regardaient dans le vide au-delà de la forteresse, là où se mouvait ce qui aurait jamais dû bouger. Ils tenaient la frontière entre les mondes, empêchant les ténèbres de se ruer dans les terres des vivants. Ce service durait depuis de longues années, et aucun ne se souvenait quand il avait commencé. Eystein demanda pourquoi cette garde était nécessaire. Rolfdan le fixa avec attention et répondit que chacun de ceux qui arrivaient à Skuggaholm finissait tôt ou tard par faire partie de la garde éternelle. Au début, personne ne comprenait pourquoi. Mais les questions finissaient par se dissiper elles-mêmes. Gunvald se leva de table et approcha un des murs, où pendaient antiques boucliers et épées. Il décrocha, un des boucliers, un large disque rond couvert de runes et de symboles étranges. Après lui, était là une arme des premiers gardiens, ceux qui avaient bâti la forteresse et prêté serment de défendre le monde contre les ténèbres. Chaque nouveau gardien obtenait le droit de porter une telle arme, mais seulement lorsqu'il comprenait pleinement la nature de sa mission. Arnvid reprit le fil du récit, expliquant que le service à Skuggaholm n'était pas un châtiment, mais un appel. Beaucoup de ceux qui étaient venus ici comme bannis finissaient par comprendre qu'ils avaient trouvé leur véritable place. Il n'y avait ici ni jalousie, ni trahison, ni avidité, seulement une tâche commune et une fraternité des armes. Einwald parla enfin, ajoutant que le temps ne s'écoulait pas à la forteresse comme en dehors. Les jours pouvaient sembler des années, et les années, des instants. Beaucoup, dès à bord, en étaient effrayés, mais ensuite ils y habituaient, et y trouvaient même un charme particulier. Quand on avait plus à penser à la vieillesse ni à la mort, on pouvait se consacrer entièrement aux choses véritablement importantes. Freysten gardait le silence, mais Eystein remarqua avec quelle attention il observait. Dans son regard, il y avait aucune hostilité, mais plutôt de la curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Quand leurs yeux se croisèrent,
Freysten inclina lentement la tête, comme s'il reconnaissait en lui une âme sœur. La conversation se prolongea jusque tard dans la nuit. Les gardes partageaient les souvenirs de leur passé, racontaient comment ils étaient arrivés à la forteresse et expliquaient les particularités de leur service. Leurs histoires étaient différentes, mais un fil commun les reliait toutes. Chacun d'eux, était un jour trouvé devant un choix entre la voie facile et la voie juste. Et chacun avait choisi la voie juste, même si cela lui avait tout coûté. Lorsque l'heure de minuit approcha, Rolfdan se leva et déclara qu'il était temps de commencer la garde. Il proposa à Eystein de se joindre à eux afin qu'il voie de ses propres yeux ce que les murailles de Skuggaholm tenaient en respect. Le nouveau venu accepta, bien que il ne se douta pas de ce qui, elle, attendait. Les gardes prirent des torches et des armes et se dirigèrent vers elle l'escalier menant au rempart. Eystein fermait de la marche, tentant encore ordonner tout ce qu'il avait appris. Au fond de lui, il sentait que sa vie se trouvait de nouveau au seuil d'un changement, et que ce changement serait encore plus radical que son bannissement de son clan natal. L'escalier de pierre qui menait aux murailles de la forteresse était étroit et raide. Les marches, taillées dans le roc de nombreux siècles auparavant, s'étaient usées avec le temps et étaient devenues glissantes à cause de et humidité constante. Les torches dans les mains des gardes projetaient sur les parois des ombres étranges, qui paraissaient vivantes, comme si elles suivaient les hommes qui montaient. Eystein montait le dernier, écoutant les pas réguliers de ceux qui le précédaient. Personne ne disait un mot. Cela semblait être un vieux rituel qui ne souffrait aucune interruption. L'air froid devenait plus mordant à chaque degré, et le vent engouffrant par les étroites meurtrières, sifflait longuement et plaintivement. Enfin, ils atteignirent la plateforme supérieure. Le chemin de ronde était plus large qu'il ne le paraissait en bas. 4 hommes pouvaient y marcher de front. Le parapet était assez haut pour abriter un guerrier, mais percé embrasures pourrait l'observation. Le long du bord intérieur de la muraille, des supports de métal pour les torches se succédaient, beaucoup entre eux couverts de rouille et de taches verdâtres. Rolfdan s'approcha du support le plus proche et y planta sa torche. La flamme vacilla au vent, mais ne s'éteignit pas. Les autres gardes firent de même, installant leurs torches à intervalles réguliers. Einwald sortit de son vêtement un silex et 2 El Amadou pour allumer des torches supplémentaires déjà prêtes dans les supports. Peu à peu, tout le rempart se remplit une lumière orangée et vacillante. Les torches brûlaient un feu vif, projetant de longues ombres et créant, dans la nuit glaciale, des îlots de chaleur. Eystein approcha du parapet et jeta un regard au-delà du mur. Ce qu'il vit le fit reculer d'1 pas. Au-delà des murailles de la forteresse ne étendait pas la vallée enneigée qu'il avait vue de jour, mais quelque chose de tout autre. C'était la noirceur, non pas la simple obscurité nocturne, mais quelque chose de plus profond et de plus dense, comme un liquide noir. Dans ces ténèbres, on voyait parfois remuer des formes indistinctes, qui se déplaçaient lentement et sans but. Gunvald se posta à côté d'Eystein et murmura que ce qu'il voyait existait parallèlement au monde ordinaire. Le jour, il y avait bien là une vallée de neige, où erraient des rennes et des loups. Mais la nuit, une autre réalité se révélait, celle qui avait toujours été cachée aux yeux des vivants. Arnvid, installé près une embrasure voisine, ajouta que ces ténèbres étaient pas vides. Elles abritaient des êtres chassés du monde de la lumière, au temps des premiers dieux. Ils ne pouvaient n'y pas revenir eux-mêmes, mais cherchaient sans cesse un moyen de percer de nouveau. Et la seule chose qui les retenait, était la lumière des torches et la vigilance des gardes. Freysten avait pris position à Elde, autre extrémité du rempart. Il se tenait silencieux près du parapet, scrutant l'obscurité avec une intense concentration. De temps à autre, il levait la main pour indiquer un mouvement lointain dans la profondeur. Mais les autres gardes se contentaient d'acquiescer, sans détourner le regard de leur propre secteur.
Einwald apporta de la tour une grosse peau de tambour, tendue sur un cercle de bois. Elle installa au centre du chemin de ronde et commença à frapper lentement dessus avec les paumes. Le son était sourd et prolongé, se répandant au loin dans la nuit. Ce rythme, expliqua Rolfdan, servait de signe pour ceux qui pouvaient l'entendre. Il annonçait que la garde veillait, que la frontière était tenue et que la lumière ne s'était pas éteinte. Eysteinn se plaça entre Rolfdan et Gunvald, essayant de s'habituer à étrange spectacle au-delà des remparts. Peu à peu, ses yeux s'adaptèrent, et il commença à distinguer des détails dans la masse mouvante des ténèbres. Il y avait bien là quelque chose, des formes qui rappelaient des silhouettes humaines, mais tordues et difformes. Le temps écoulait lentement. Le tambour poursuivait son battement régulier. Les torches brûlaient une flamme stable, et les gardes restaient immobiles à leur poste. Personne ne parlait, seulement de temps à autre, un dé, eux poussait un léger sifflement, ou cliquetait de la langue, attirant l'attention de ses camarades sur quelque chose de particulier dans les profondeurs. Vers le milieu de la nuit, agitation derrière les murs s'intensifia. Les silhouettes indistinctes commencèrent à approcher de la forteresse, avançant lentement, mais avec insistance. Eysteinn sentit les poils se hérisser sur sa nuque. Dans ce mouvement, il y avait quelque chose d'inéluctable et de prédateur. Rolfdan prit au mur un long corps décoré anodé, argent, et souffla dedans. Le son fut long et lugubre, semblable au gémissement un géant mourant. L'écho se répandit dans les montagnes et revint déformé, multiplié à l'infini. À ce signal, les silhouettes tapies dans l'obscurité arrêtèrent, comme si elles hésitaient à poursuivre leur avancée. Gunvald sortit de son carquois une flèche au fer inhabituel. Il n'était pas en fer, mais en un métal blanc qui luisait faiblement dans le noir. Il banda la corde de son arc et visa une des silhouettes les plus proches. La flèche enfonça dans les ténèbres et disparut. Mais, un instant plus tard, retentit un cri étrange, ni tout à fait humain, ni tout à fait bestial, quelque chose intermédiaire entre les deux. Arnvid eut un léger rire et déclara que était un bon tir. Les créatures de la nuit détestaient le contact du métal consacré, et un seul impact suffisait à les faire reculer pour un temps. Mais elles étaient nombreuses, bien plus que elles on ne pouvait en atteindre avec des flèches. C'était pourquoi la vraie défense restait la lumière et une vigilance sans faille. Einwald continuait de frapper le tambour, mais désormais son rythme devenait plus rapide et plus complexe. Ce n'était plus une simple cadence, mais une mélodie élaborée où alternaient coups puissants et frappes étouffées. Eysteinn remarqua que les mouvements dans l'obscurité semblaient répondre à ce rythme. Quand le tambour se taisait, les silhouettes se rapprochaient. Quand il résonnait de toute sa force, elles reculaient. Freystein se redressa soudain et désigna un geste un pan de muraille à sa droite. Tous les autres gardes tournèrent instantanément les yeux dans cette direction. Et Eysteinn fit de même, et aperçut qu'une des ombres escaladait le mur extérieur. Elle ne se mouvait ni comme un homme ni comme un animal, mais comme un liquide qui se répand, et pourtant restait accroché à la pierre verticale. Rolfdan saisit une torche et se précipita vers elle, endroit indiqué. Il tendit la flamme par-dessus le parapet, et l'ombre se rejeta en arrière dans un sifflement, glissa le long du mur et se dissout dans la masse générale des ténèbres. Le chef des gardes regagna sa place, mais désormais tous scrutaient les murs avec une attention redoublée, contrôlant chaque recoin. La nuit se prolongeait, et les assauts devenaient plus insistants. Les ombres se rapprochaient des remparts de tous côtés, essayaient de grimper aux angles des tours, de insinuer dans les moindres fissures de la pierre. Mais, chaque fois, la lumière des torches les repoussait. Les gardes agissaient un seul mouvement, comme un organisme unique. Un repérait la menace, autre la repoussait. Un troisième couvrait son compagnon.
Einstein commença peu à peu à comprendre ce qui se jouait ici. Il ne s'agissait pas seulement de défendre une forteresse, mais de protéger le monde entier contre des forces capables de l'anéantir. Chaque nuit, une bataille véritable se livrait sur ces murs, silencieuse et d'invisible pour le commun des mortels, mais non moins décisive. Et les gardes livraient ce combat depuis si longtemps qu'il était devenu pour eux aussi naturel que respirer. À elle, approche de elle, aube, elle, agitation dans elle, l'obscurité diminua. Les silhouettes se retirèrent peu à peu loin des murs. Leurs mouvements devinrent lents et hésitants. Le tambour résonna plus doucement, et les gardes se détendirent, sans toutefois abandonner complètement leur vigilance. Quand les premiers rayons du soleil effleurèrent dans les sommets des montagnes, la noirceur commença à se dissiper. Elle ne s'évanouit pas dès un seul coup, mais se dilua comme un brouillard sous la lumière du matin. Peu à peu, au-delà des murs, réapparut la vallée enneigée que on connaissait, avec un ruisseau gelé et quelques arbres épars. Rolfdan souffla de nouveau dans le corps. Cette fois, le son était plus clair et solennel, annonçant la fin de la garde nocturne. Les gardes commencèrent à éteindre les torches et à ramasser leurs armes. Leurs gestes étaient calmes et mesurés. On voyait bien qu'ils avaient accompli ces mêmes mouvements des milliers de fois. Arnvid S. approcha des Eystein et lui demanda ce qu'il avait pensé de sa première nuit sur les remparts. Le novice avoua franchement qu'il n'avait jamais rien vu de pareil et que il avait encore du mal à croire à la réalité de ce qu'il venait de vivre. Arnvid éclata de rire et assura que tous les nouveaux réagissaient ainsi, mais qu'avec le temps, on habituait à tout. Gunvald ajouta que important était de comprendre le sens de ce service. Il ne se tenait pas là pour la gloire ou la récompense, mais parce que quelqu'un devait accomplir cette tâche. Le monde des vivants était sans défense face aux forces des ténèbres, et seules des places fortes comme Skagaholm maintenaient l'équilibre entre la lumière et le noir. Einwald remit le tambour dans la tour et expliqua que les heures du jour pouvaient être consacrées au repos, aux conversations ou aux tâches ordinaires. Mais chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les montagnes, il remontait sur les remparts et rallumait les torches. Il en avait toujours été ainsi, et il en serait toujours ainsi. Fristen gardait le silence. Mais, lorsque tous redescendaient, il s'y attarda et fit signe à Eystein de s'approcher. Quand celui-ci fut plus près, il lui dit à voix basse que le novice était bien tenu cette nuit. Beaucoup, lors de leur première garde, prenaient peur et fuyaient. Mais Eystein était resté ferme et avait pas tremblé, même aux moments les plus dangereux. En descendant l'escalier, Eystein réfléchissait à ce qu'il avait vu. Tout cela lui paraissait incroyable, et pourtant, il ne pouvait en nier la réalité. Il comprenait à présent pourquoi personne ne revenait de Skuggaholm. Ici se trouvait un ouvrage que on ne pouvait simplement abandonner, un service qui n'avait pas de fin. Dans la grande salle, un petit déjeuner chaud et une boisson brûlante les attendaient. Les gardes mangeaient en silence, chacun plongé dans ses pensées. Dehors, une journée d'hiver tout à fait ordinaire se levait, et la forteresse, baignée de lumière, paraissait tout autre, non plus une sinistre citadelle au bout du monde, mais un simple bastion où quelques guerriers vivaient retirés. Cependant, Eystein savait désormais que ce était là qu'un masque diurne. Avec le retour du crépuscule, Skuggaholm redeviendrait le dernier bastion de lumière dans la nuit, et ses habitants, les gardiens des rêves de tout le monde vivant. Le 4e jour à Skuggaholm commença comme les autres. Eystein se réveilla dans la petite cellule qui lui avait été attribuée dans une des tours. La fenêtre donnait à et les rayons du matin traversant et épais vitrage réchauffaient le sol de pierre. En 3 nuits de garde, il s'était habitué au rythme de la forteresse et ne s'étonnait plus des étrangetés du lieu. Après le petit déjeuner,
Les gardes se dispersèrent à leurs occupations. Rolfdan partit inspecter l'état des murailles et des tours. Arnvid se mit à réparer les armures à la forge. Gunvaldès absorba dans elle l'étude de vieux rouleaux dans la bibliothèque. Et Einvaldès entraîna dans la cour, frappant une effigie de paille de son épée. Freysten, comme à son habitude, allongea près d'un mur et s'endormit, enveloppé dans son manteau. Eystein décida d'examiner la forteresse de plus près. En quelques jours, Hélène avait visité que les salles principales, mais Skuggaholm était plus vaste que Hélène y paraissait vue de l'aile extérieure. Des couloirs étroits menaient à des salles oubliées. Des escaliers montaient vers des pièces à elle abandon, et les caves s'enfonçaient profondément dans la roche. Dans elle, un des sous-sols, il découvrit un entrepôt d'armes. Les murs étaient nets couverts d'épées, de lances, de boucliers et de cuirasses de différentes époques. Certains objets paraissaient très anciens, couverts une patine verdâtre, autres plus récents, mais tout aussi marqués par de longues années d'usage. Beaucoup de lames apportaient des runes et des signes dont Eystein ignorait la signification. Au centre du dépôt se dressait une grande table sur laquelle étaient étalés des rouleaux représentant divers types d'armes. Après ces dessins, il ne agissait pas seulement épées et de lances ordinaires, mais aussi et armes à usage particulier. On y voyait des lames qui brillaient dans l'obscurité, des flèches capables de toucher des ennemis sans corps, des boucliers faits pour renvoyer les sortilèges. Eystein prit l'une des épées et l'examina attentivement. La lame était forgée dans un métal étrange, argenté, mais avec un reflet bleuâtre. La poignée était enveloppée de lanières de cuir et, sur le pommeau, se détachait un symbole évoquant un œil entouré de rayons. Et l'arme était parfaitement équilibrée et tenait dans la main comme si elle avait été faite pour lui. Remontant à la surface, Eystein se dirigea vers la bibliothèque, où il trouva Gunvald penché sur un gros livre relié de cuir. Le garde leva la tête et sourit en voyant intérêt du novice pour histoire de la forteresse. Il expliqua que ce volume contenait la chronique des premiers jours de Skuggaholm, lorsque la forteresse venait d'être édifiée et que la première garde se formait. Après Gunvald, une grande bataille entre les forces de la lumière et de la nuit était déroulée ici il y avait bien des siècles. Une armée de démons et de morts vivants avait surgi des profondeurs souterraines, menaçant engloutir le monde entier dans les ténèbres. Pour leur faire face, un détachement de guerriers élus, conduit par un chef sage nommé Thorgrim Porte-Lumière, était dressé sur leur chemin. La bataille avait duré 7 jours et 7 nuits. Les guerriers avaient lutté avec un courage inouï, mais l'ennemi était puissant et innombrable. Quand il devint évident qu'une victoire ordinaire était impossible, Thorgrim et ses hommes prirent une décision désespérée. Ils jurèrent de lier leurs âmes à ce lieu pour l'éternité, afin de former un rempart que les forces des ténèbres ne pourraient pas franchir. Le rituel fut terrible et sans retour. Les guerriers sacrifièrent leur vie mortelle, mais, en échange, ils reçurent la capacité de se tenir à jamais sur la frontière. Leurs corps se restèrent dans le monde des vivants, mais leurs âmes devinrent une part de la forteresse elle-même. Depuis ce temps, tout homme qui arrive à Skuggaholm devient héritier de ce serment. Gunvald montra à Eystein les illustrations du livre. Sur les pages jaunies, des guerriers en armure combattaient des créatures monstrueuses. Et l'artiste avait manifestement vu ces événements de ses propres yeux, tant les détails de la bataille étaient rendus avec force et précision. Le dessin le plus impressionnant représentait le moment du serment. Les guerriers se tenaient en cercle, l'épée levée vers le ciel, tandis qu'une clarté tourbillonnante les enveloppait. Après le milieu du jour, Eystein monta sur le rempart pour contempler les environs à la lumière du soleil. La vue ici était magnifique. Les montagnes enneigées étendaient jusqu'à horizon. Et, plus bas, une vallée avec une rivière gelée se déroulait comme un tapis blanc. Tout semblait paisible et tranquille. Mais Eystein savait désormais que ce était une face de la réalité. Il parcourut toute la muraille,
inspectant chaque tour et chaque portion de parapet. Les pierres étaient ajustées avec une grande précision, et les joints remplis une substance qui ne était pas effritée avec les siècles. À certains endroits, on distinguait sur la pierre des traces de griffes ou de crocs, souvenir des assauts nocturnes repoussés ici depuis des générations. Dans une des tours, Einstein découvrit une petite pièce où on stockait des réserves de flèches aux pointes particulières. Celle-ci était forgée dans le même métal lumineux que épée de arsenal. À côté reposaient des ébauches de pointes et des outils pour les façonner. De toute évidence, les gardes fabriquaient eux-mêmes ces armes spéciales nécessaires pour lutter contre les forces des ténèbres. Quand le soleil commença à descendre vers l'horizon, Einstein retourna dans la cour. Il y croisa Einwald, qui achevait son entraînement du jour. Le jeune garde était couvert de sueur malgré l'air glacé. Ses gestes étaient une précision parfaite, chaque coup porté avec la force et la justesse maximale. Einwald remarqua le regard du nouveau venu et lui proposa un combat entraînement. Einstein prit une épée de bois et se mit en garde. L'affrontement fut bref, mais révélateur. Einwald se battait avec une adresse incroyable. Comme il devinait chaque mouvement de son adversaire. Ses attaques étaient fulgurantes et sa défense irréprochable. Après le duel, Einwald expliqua que la maîtrise venait avec les années de service. Quand le temps ne s'écoulait plus comme ailleurs, les gardes savaient qu'ils avaient la possibilité de perfectionner leur talent jusqu'à la limite. Lui-même ne se souvenait plus depuis combien d'années il vivait dans la forteresse. Mais, durant cette période, il avait appris à manier toutes les armes et à combattre les ennemis les plus variés. Le soir du 4e jour, les gardes montèrent de nouveau sur les remparts. Le rituel allumage des torches se déroula comme à accoutumé. Le tambour entonna son rythme régulier, et chacun prit son poste. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose était différent. Einstein le ressentit dès les premières minutes de la veille. Les ténèbres au-delà des murs étaient plus épaisses que ordinaires, et les mouvements qui les agitaient plus fréquents. Les silhouettes approchaient des fortifications avec plus d'audace que les nuits précédentes, comme pour tester la solidité de la défense. Rolfdan fronça les sourcils, scrutant les profondeurs du noir. Il murmurait quelques mots, que le vent emportait, avant qu'on puisse les entendre. Vers le milieu de la nuit, un phénomène étrange se produisit. Dans le brouillard qui se tordait à quelques centaines de pas des remparts, apparurent de nouvelles formes. Elles différaient des ombres habituelles, plus nettes, plus organisées, avançant comme une troupe en marche. En plissant les yeux, Einstein comprit qu'il voyait là des guerriers en armure. Les silhouettes avançaient en rang, portant bannières et armes. Leurs cuirasses luisaient sous la lune, et leurs pas résonnaient presque comme ceux des êtres vivants. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Les mouvements étaient trop lents, les visages trop pâles, les regards trop vides. Ce était n'épée des hommes vivants, mais leur reflet fantomatique. Rolfdan abaissa sa torche et murmura que étaient les relèveurs. Les guerriers qui auraient dû venir libérer la première garde 1000 ans plus tôt, mais qui étaient arrivés avec un retard une époque entière. À présent, ils se présentaient chaque nuit, tentant accomplir leur mission. Mais le temps les avait dépassés, et il ne leur restait plus qu'à marcher sans fin dans le brouillard. Le détachement spectral arrêta devant les murs de la forteresse. Leur chef, un grand guerrier au casque orné, leva la main en signe de salut. Rolfdan répondit du même geste, tout en sachant que ces spectres ne pouvaient infranchir les portes. Le serment des premiers gardiens avait dressé un rempart, non seulement contre les forces des ténèbres, mais aussi contre tous les morts. Arnvid expliqua à voix basse à Einstein que les relèveurs ne se montraient pas toutes les nuits. Leur apparition signalait qu'il se produisait quelque chose d'important dans les ténèbres, un remuement, un changement. Peut-être les forces du noir préparaient-elles un nouvel assaut, ou bien, au contraire,
reculait-elle devant un événement lumineux survenu dans le monde des vivants. Les spectres restèrent un moment immobiles, comme en conseil, puis ils se tournèrent un bloc et se retirèrent lentement dans le brouillard. Leur bannière claquait au vent que les vivants ne ressentaient pas, et le bruit de leurs pas éteignit peu à peu dans la nuit. Eystein les suivit des yeux, le cœur envahi un étrange mélange de tristesse et de gratitude. Le reste de la nuit se déroula sans incident, mais Eystein ne parvint plus à se concentrer sur la routine de la garde. La vision de ce détachement fantôme, elle, avait frappé plus profondément que toutes les bizarreries précédentes de Skuggaholm. Il commençait à comprendre qu'il se trouvait dans un lieu où se mêlaient le temps et éternité, le devoir et le destin. Quand l'aube dissipa l'obscurité, Freystense approcha de lui et lui adressa la parole. Sa voix était rauque et basse, comme il en servait rarement. Il expliqua que apparition des relèveurs touchait toujours les nouveaux gardes plus fortement que les autres. On y voyait le reflet de essence même du service à Skuggaholm, une attente sans fin qui finit par devenir la raison des êtres. Gunvald ajouta que chacun des gardiens était un jour reconnu dans ces spectres. Eux aussi étaient arrivés trop tard pour mener une existence ordinaire, fonder une famille ou mourir une mort paisible. En retour, ils avaient reçu la possibilité de participer à une œuvre plus importante que importe quel destin individuel. En quittant son poste, Eystein constata que sa compréhension de ce qui se passait ici se faisait plus profonde. Il commençait à ressentir le lien qui, unissait aux autres gardes, à percevoir le rythme de la forteresse, à saisir le sens du serment ancien. Et même avait pas encore prononcé les mots de la consécration. Son âme, déjà, acceptait cette nouvelle réalité. Dans la grande salle, le petit déjeuner, attendait, mais avait pas faim. Au lieu de manger, il demanda à Gunvald de lui montrer des autres livres de la bibliothèque. Il voulait en apprendre davantage sur histoire de Skuggaholm, comprendre comment des autres hommes étaient devenus une part de la garde éternelle. Gunvald apporta plusieurs volumes et prévint que leur lecture pouvait être éprouvante. On y racontait non seulement des actes héroïques, mais aussi le prix à payer pour ce genre de service. De nombreux gardiens du passé avaient consigné leurs pensées et leurs tourments, laissant à ceux qui viendraient après eux des témoignages sur ce que signifiait vraiment devenir partie intégrante de quelque chose de plus grand que sa propre vie. Eystein ouvrit le premier livre et se plongea dans le texte. Les lignes racontaient des existences hommes venus ici, comme lui, en bannis ou en fuyards, et restés comme protecteurs du monde entier. Leurs histoires différaient, mais toutes se terminaient de la même manière. L'acceptation de leur destin et la découverte un nouveau sens à leur présence en ce lieu. Au matin du 5e jour, Eystein se réveilla avec un poids sur la poitrine. Ses rêves avaient été agités. Il y voyait ses terres, les visages de ses amis, la voix du Jarl Roald. Dans ses visions, il était de nouveau un simple guerrier, capable de rentrer chez lui, de demander pardon, de commencer une autre existence. En ouvrant les yeux, il comprit que la nostalgie de son ancienne vie ne abandonnait pas, même ici, dans cet endroit suspendu entre les mondes. Après le petit déjeuner, il sortit dans la cour, décidé à marcher un peu pour chasser ses sombres pensées. À peine eut-il atteint la grande porte de la forteresse qu'il la trouva close. Les lourds battants étaient verrouillés de l'intérieur par une barre de métal qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il tenta de pousser le verrou, mais en vain. Il semblait soudé au gond. Eystein fit le tour de la cour à la recherche une autre issue, sans succès. Toutes les petites portes et les posternes il avait déjà vu se révéler murées. On aurait dit que la forteresse elle-même refusait de le laisser partir. Cette découverte le troubla davantage que toutes les visions nocturnes réunies. Il retrouva Rolfdan à
armurerie, occupé à réparer un bouclier abîmé. Le chef des gardes écouta sa question au sujet des portes, avec un calme imperturbable, sans interrompre son travail. Il expliqua que la forteresse sentait elle-même lorsque un homme était prêt à faire partie de la garde éternelle. Dans ces instants, toutes les issues se fermaient, afin de laisser au nouvel arrivant le temps de comprendre sa vocation. Eystein protesta qu'il n'avait jamais demandé à être enfermé et qu'il gardait le droit de partir Il le désirait. Rolfdan releva la tête et planta sur lui un long regard. En haine y lisait ni colère ni moquerie, seulement une compréhension profonde et une légère tristesse. Il déclara que chacun des gardiens était passé par la même épreuve et que chacun, au bout du compte, avait eu le choix. Le choix, expliqua Rolfdan, ne consistait pas à partir ou à rester physiquement. Skuggahólmen n'était pas une prison au sens ordinaire. Le véritable choix était accepter ou non la vérité de sa vocation, au lieu de accroché aux illusions de sa vie passée. Celui qui désirait vraiment partir et se détournait du devoir trouvait toujours un chemin, mais bien peu, en réalité, le souhaitait. Eystein quitta armurerie bouleversée. Les paroles de Rolfdan étaient convaincantes, mais quelque chose en elle le troublait. Il monta sur le rempart, espérant apercevoir le sentier par lequel il était venu. Mais le paysage au-delà de la forteresse avait changé. À la place de la vallée familière et de la rivière gelée étendaient à perte de vue des plaines de neige qui disparaissaient dans horizon. On ne voyait ni chemin ni repère aucune sorte. Dans la bibliothèque, il trouva Gunvald plongé dans étude de cartes géographiques. À sa question sur la route du retour, le garde déroula devant lui plusieurs rouleaux. Il montrait les alentours de Skuggahólm à différentes époques. À la stupéfaction d'Eystein, le paysage autour de la forteresse semblait changer sans cesse. Gunvald expliqua que Skuggahólm se dressait sur la frontière entre les mondes et que cette frontière était mouvante. Parfois, la forteresse se trouvait plus proche du monde des vivants, parfois plus loin. Ici, la géographie n'obéissait pas aux lois physiques, mais aux lois de esprit. Celui qui savait fermement où il allait et pourquoi y allait, trouvait toujours la bonne voie. Celui qui doutait risquait d'errer sans fin. Eystein demanda à l'avoir une carte où serait tracé le chemin vers ses terres natales. Gunvald déploya en silence un autre parchemin. Il représentait toute la partie nord du continent. Mais, à endroit où auraient dû se trouver les domaines du Jarl Roald, on ne voyait que un vide. Comme si ces terres avaient cessé d'exister, ou avaient jamais existé. Voyant la stupeur du nouveau venu, Gunvald lui dit doucement que le temps ne s'écoulait pas à Skuggahólm comme ailleurs. Ce qui semblait ici durer quelques jours pouvait être, au dehors, des années, voire des décennies. Il était possible que les terres où venait Eystein eussent déjà changé au point en être méconnaissables. Peut-être même les gens qu'où il se rappelait étaient-ils morts de vieillesse depuis longtemps. Cette idée le frappa comme la foudre. Il sortit précipitamment de la bibliothèque et se mit en quête Arnvid, qui travaillait et ordinaire à la forge à cette heure-là. Le robuste garde accueillit et avec bonne humeur, mais en voyant son visage bouleversé, devint aussitôt sérieux. Il écouta ses questions sur le temps et hocha la tête avec compréhension. Arnvid raconta alors son histoire. Il était arrivé à Skuggahólm sous le règne du roi Olaf le Saint, à époque où ancienne foi, livrait encore combat à la nouvelle. Il avait eu l'impression de ne passer que quelques années dans la forteresse. Mais, un jour, un moine errant était parvenu jusqu'au mur et avait parlé événements survenus 3 siècles après le temps d'Olaf. Ce fut pour Arnvid un choc terrible. Tout le monde il avait connu appartenait désormais au passé. Sa famille, ses amis, ses ennemis, tous étaient retournés à la poussière. Au début, il sombra dans le désespoir, puis il comprit qu'il avait gagné plus qu'il avait perdu. Il faisait désormais partie
une œuvre qui se poursuivait au fil des siècles et qui continuerait longtemps après que elle en aurait oublié les noms de tous les rois. Eystein quitta la forge encore plus troublé. Il erra dans la forteresse, essayant de rassembler ses pensées. Dans elle, une des tours, il croisa Einwald, qui aiguisait les épées pour la garde nocturne. Le jeune gardien le regarda avec compassion et lui proposa de parler. Einwald raconta qu'il avait traversé les mêmes doutes. Il était arrivé à Skugaholm très jeune, à peine en âge de combattre. Chez lui, une fiancée, elle, attendait, avec laquelle il projetait de se marier, et un père prêt à lui transmettre, elle, art de la famille. La pensée de ne plus jamais les revoir, elle, avait longtemps torturé. Avec le temps, cependant, Einwald comprit que l'attachement au passé, elle, empêchait de vivre vraiment le présent. Il avait appris à chérir chaque jour dans la forteresse, chaque nuit de veille, chaque minute passée en compagnie de ses frères des armes. Lorsqu'on ne vit plus pour soi-même, mais pour le monde entier, la vie prend un sens particulier. Au soir, Eystein se sentait brisé. Toutes ces conversations avec les gardes avaient conduit à une conclusion unique. Il haine. Existait réellement aucun retour en arrière. Non qu'on le retint par la force, mais parce que le passé par nature ne revient jamais. Le temps avançait, le monde changeait, et lui devait avancer avec lui. Freystein, qui dormait dès, ordinaire jusqu'au soir, approcha soudain de lui dans la cour. Le garde taciturne le fixa longuement, comme pour lire en lui. Puis il lui fit signe de le suivre, et elle emmena vers un pain de muraille. Sur la pierre était gravée une longue inscription runique. Freystein en fit la traduction, lentement, cherchant ses termes. Était le serment des premiers gardiens, celui qui avait lié leurs âmes à la forteresse pour elle l'éternité. Le texte ne parlait ni de sacrifice ni de renoncement, mais de choix. Le choix de servir quelque chose de plus grand que sa propre existence. Eystein écouta la traduction avec une attention extrême. Les mots du serment étaient solennels, mais non lugubres. On y entendait non la résignation, mais l'acceptation fière une haute mission. Ces guerriers ne se considéraient pas comme les prisonniers de leur devoir. Ils se voyaient comme des élus, à qui, on avait confié la défense du monde. Lorsque Freystein eut terminé, il précisa que chaque nouveau gardien devait décider seul il était prêt à prononcer ces paroles. On ne pouvait forcer personne à prêter un tel serment. Il devait jaillir du fond du cœur. Ceux qui le prononçaient sans sincérité échouaient dès la première épreuve véritable. Heure de la garde du soir arriva. Et Eystein monta sur le rempart, pour la dernière fois en tant que novice. Il comprenait que cette nuit serait décisive. Soit il trouverait en lui la force d'accepter son nouveau destin, soit il lui faudrait chercher à quitter Skugaholm, si difficile que fût ce chemin. Les torches furent allumées comme dès habitude. Le tambour entonna son rythme coutumier. Pourtant, cette nuit-là, l'obscurité au-delà des murs était plus agitée que jamais. Les ombres se mouvaient plus vite et plus hardiment, comme si elles percevaient les doutes qui agitaient dans le cœur de un des gardes. Elle laissa approcher dans les des murs, inspectant chaque fissure de la pierre. Au plus fort de la nuit, un événement inattendu se produisit. Une des ombres réussit à se faufiler par une minuscule faille du parapet et se matérialisa directement sur le rempart. La créature avait la taille d'un homme, mais sa forme changeait sans cesse, comme faite de fumée et de cauchemars. La chose bondit sur le garde le plus proche, qui était autre que Eystein. À cet instant, le temps sembla se ralentir. Il vit la créature tendre vers lui des mains griffues, entendit son cri aigu, sentit le froid glacial qui émanait d'elle. Et tout à coup, ses doutes évanouirent. Eystein tira son épée et frappa. La lame traversa le corps de la chose, qui disparut dans un sifflement, ne laissant derrière elle que quelques lambeaux de brouillard. Les autres gardes poussèrent des cris d'approbation.
Le novice venait de surmonter sa première épreuve véritable. Rolfdanes s'approcha de lui et posa la main sur son épaule. Il déclara qu'en temps de danger, la vraie nature D, un homme se révélait sans masque. Eystein aurait pu prendre peur et reculer. Au lieu de cela, il s'était dressé pour protéger ses frères. C'était la preuve que sa place était bien ici, parmi les gardiens de la lumière. Le reste de la nuit se déroula sans incident. Les ombres se retirèrent, comme si elles avaient compris qu'un nouveau guerrier digne de ce nom se tenait désormais sur les remparts. Eystein resta à son poste, parcourut une étrange quiétude. Tous ses doutes et ses craintes s'étaient dissipés, remplacés par une certitude tranquille. Quand l'aube vint chasser la nuit, Eystein contempla les environs de la forteresse. Le paysage était de nouveau transformé. Il voyait maintenant la vallée familière et un sentier qui descendait vers le sud. Le chemin du retour ouvrait devant lui, mais il ne désirait plus l'emprunter. En redescendant du rempart, il croisa les regards de ses compagnons. Dans leurs yeux brillait la compréhension et l'acceptation. Ils savaient qu'il avait fait son choix, et que ce choix était irrévocable. Il était plus un exilé égaré dans la forteresse, mais un membre à part entière de la fraternité des gardes. Gunvald avança vers lui, un vieux rouleau à la main. Sur le parchemin était écrit le serment que devait prononcer chaque nouveau gardien. Eystein prit le texte et le lut lentement. Les phrases ne lui semblaient plus étrangères. Au contraire, il sentait qu'elles exprimaient ce qui vivait en lui depuis longtemps. Dans la grande salle, tous les gardes étaient réunis. Le moment était solennel. On accueillait un nouveau frère d'An'Hul, ordre éternel. Eystein se plaça au centre du cercle, leva son épée et prononça une voix forte les mots du serment. À chaque parole, il sentait quelque chose changer au plus profond de lui, comme si son âme recevait une force et un but nouveau. Après cette grande épreuve, la vie à Skuggaholm prit un autre rythme. Eystein n'était plus le novice à qui il fallait tout expliquer et tout montrer. Il était désormais un gardien à part entière, qui connaissait chaque pierre des murailles, chaque rune gravée sur les vieux boucliers, chaque nuance du chant du vent dans les tours. Les jours s'écoulèrent les uns après les autres, mais le temps perdit pour lui son sens habituel. Le soleil se levait et se couchait, sans que ces cycles marquent encore le cours de sa vie. Il ne vieillissait plus, ne se fatiguait pas comme auparavant. N'avait pas besoin de longs sommeils ni de repas abondants. Son corps semblait figé dans l'état où il avait prononcé le serment des gardiens. Rolfdan lui expliqua que tel était le sort de tous ceux qui devenaient une part de la garde éternelle. Le lien avec la forteresse donnait non seulement la force et la connaissance, mais aussi une libération des limites humaines ordinaires. Un gardien pouvait exister aussi longtemps que exiger son devoir, sans se soucier ni de la vieillesse, ni des maladies. Arnvid continuait de raconter ses plaisanteries chaque nuit, et Eystein comprit peu à peu que cela avait un sens profond. La répétition des mêmes histoires créait une impression de stabilité et de continuité. Dans un monde où le temps suivait ses propres lois, de tels repères aidaient à préserver ce qui restait de leur humanité. Gunvald poursuivait l'étude des vieux rouleaux, mais il partageait désormais son savoir avec Eystein. Le nouveau gardien apprenait l'histoire du monde. Les guerres entre la lumière et les ténèbres, existence des autres forteresses semblables à Skuggaholm, dressées sur les frontières de la réalité. Il découvrit qu'il en existait plusieurs, reliées entre elles par des liens invisibles. Einwald enseignait à Eystein des techniques de combat complexes qui ne pouvaient être maîtrisées qu'au bout de décennies d'entraînement. Maintenant que le temps était plus une contrainte, on pouvait pousser guerrier jusqu'à la perfection. Chaque geste, chaque coup était travaillé jusqu'à devenir un réflexe. Freystein révéla à Eystein les secrets du silence. Il lui expliqua qu'un véritable gardien devait savoir écouter non seulement avec ses oreilles,
mais aussi avec son âme. Dans le calme qui séparait deux battements de cœur, on pouvait entendre des voix venues des autres mondes, sentir les mouvements de forces invisibles au regard ordinaire. Les gardes nocturnes devinrent pour Einstein aussi naturels que le souffle. Il apprit à distinguer les différents types des ombres, à saisir leurs intentions, à prévoir leurs attaques. Sa vue s'accoutuma si bien à la nuit que il y voyait presque comme en plein jour. Ses mains trouvaient dès elles-mêmes l'arme appropriée à chaque adversaire. Peu à peu, Einstein aperçut que sa perception dépassait les limites de la forteresse. Parfois, pendant la garde, il assistait à des événements lointains. Il voyait un village attaqué par des brigands, un navire luttant contre la tempête, un voyageur perdu dans la neige. Rolfdan lui expliqua qu'il agissait là de l'évolution naturelle des capacités un gardien. Plus un homme servait longtemps sur la frontière des mondes, plus sa compréhension du réel élargissait. Avec le temps, il commençait à percevoir les liens entre les événements, à sentir les frémissements de la trame du monde, à deviner les menaces à venir. Le temps écoulait étrangement dans la forteresse. Certains jours paraissaient plus longs qu'une et une année, certains ans passaient comme un souffle. Einstein cessa de compter les jours et les nuits, se laissant porter par un présent sans fin. Le passé ne le tourmentait plus, l'avenir ne l'angoissait pas. Il existait que l'instant présent et le devoir à accomplir. Un jour, durant le repos diurne, un homme se présenta devant la porte de la forteresse. Était un jeune guerrier en vêtements usés, aux yeux tristes et aux épaules voûtées. À son allure, on devinait qu'il était venu ici en exilé, exactement comme Einstein autrefois. Le nouveau venu raconta son histoire. Il se nommait Vegbjörn et avait chassé de son clan parce qu'il avait refusé de participer à un raid contre un village sans défense. Avait accusé de lâcheté et condamné à exil à Skuggaholm. Son récit rappelait étrangement celui Einstein, même si les raisons de leur bannissement différaient. Einstein accueillit le jeune homme à la porte, comme Rolf Danel avait accueilli lui-même autrefois. Il le guida vers la grande salle, le présenta aux autres gardiens, lui expliqua l'organisation de la forteresse et les règles de la vie en son sein. Il eut alors l'impression de se voir extérieur, aussi désemparé et effrayé que elle avait été quelques années plus tôt, ou quelques décennies plus tôt. Einstein aurait su dire combien de temps était écoulé depuis son arrivée. À Skuggaholm, cela importait peu. Ce qui comptait, était qu'il était devenu le guide un nouveau gardien, lui transmettant savoir et expérience, comme autres, avaient fait pour lui. Vegbjörn traversa les mêmes étapes que lui. La méfiance, la peur, les tentatives de fuite, la lente compréhension, l'acceptation du destin, et enfin, le serment. En observant ce cheminement, Einstein saisit mieux encore sa propre trajectoire et le sens profond de ce qui se passait dans la forteresse. Avec le temps, autres exilés se présentèrent aux portes. Chacun avait sa propre histoire, mais tous avaient en commun avoir accompli un acte que leurs contemporains avaient jugé fautif, alors qu'il révélait en réalité la force de leur caractère et la noblesse de leur âme. Einstein devint, un des gardiens les plus anciens, même si aucune hiérarchie officielle, existait dans la forteresse. Avec les années, il avait accumulé assez de savoir et d'expérience pour aider les nouveaux venus à habitués aux conditions étranges du service. Il leur apprenait à combattre les ombres, à lire les anciennes runes, à interpréter signes et présages. Parfois, la forteresse accueillait pas seulement des exilés. Il arrivait que des vagabonds, des chercheurs d'aventures ou de simples voyageurs égarés parviennent jusqu'ici. Les gardiens les recevaient avec hospitalité, mais ces visiteurs ne restaient en jamais longtemps. Servir à Skuggaholm exigeait un appel particulier que tout le monde ne possédait pas. Une fois,
un vieux skald, collectionneur de légendes lointaines, atteignit la forteresse. Il demeura quelques jours, consignant les récits à des gardiens sur leur service. Puis il repartit, promettant de répandre ses histoires dans toutes les terres du Nord. Peut-être grâce à lui, les hommes apprirent-ils l'existence de Skuggaholm et de ceux qui la défendaient. Une autre fois, un jeune moine vint demander un lieu pour prier dans la solitude. Il resta une année entière, étudiant les vieux textes et discutant avec les gardiens de la nature, du bien et du mal. Quand il en alla, il déclara qu'il comprenait désormais l'importance de leur tâche et qu'il prierait pour eux dans son monastère. Mais ses visiteurs restaient rares. La plupart du temps, Skuggaholm demeurait isolé du monde, et ses habitants ne fréquentaient que leurs frères des armes. Loin de les accabler, cette situation créait au contraire une atmosphère unique de fraternité et d'entente. Eysteinn remarqua que les gardiens ne vieillissaient pas et ne changeaient pas d'apparence. Rolfdan semblait exactement le même que le jour de leur rencontre. La barbe grise Arnvid ne allongeait pas. Et le jeune visage d'Einvald ne se marquait aucune ridée. Le temps les atteignait une autre manière que le reste des hommes. Leur monde intérieur, en revanche, évoluait. D'année en année, ils gagnaient en sagesse, en sérénité, en compréhension de l'essence des choses. Leurs regards embrassaient davantage, leurs sentiments se nuançaient. Leurs pensées saisissaient des liens inaccessibles, et esprit ordinaire. Leur nature humaine ne disparaissait pas, mais se transformait, devenant plus accomplie. Un jour, un nouvel exilé se présenta à la forteresse. Était un garçon, presque encore un enfant, chassé pour avoir épargné un ennemi blessé. Son histoire ressemblait étrangement à celle d'Eysteinn, ce qui le poussa à réfléchir sur les lois du destin. Le jeune homme demanda à Eysteinn combien de temps il lui resterait à monter la garde. La question était presque mot pour mot celle que Eysteinn avait jadis posée à Rolfdan, et il répondit avec les mêmes paroles que le vieux gardien lui avait adressées autrefois. « Aussi longtemps que les ténèbres ne seront pas fatiguées d'avancer. » Ces mots recelaient un sens profond. Le service des gardiens n'était pas soumis à une durée fixe, parce que la menace qu'ils affrontaient était sans fin. Les ténèbres ne cessaient jamais leur tentative de se ruer sur le monde de la lumière, et il fallait que quelqu'un soit toujours prêt à leur barrer la route. Eysteinn comprit alors qu'il faisait partie un ensemble plus vaste que son propre destin. Il était un maillon une chaîne infinie de défenseurs, qui s'étirait du passé le plus lointain vers les temps à venir. Ses prédécesseurs lui avaient transmis le relais, et un jour, il le confierait à ceux qui viendraient après. Le temps suivait son cours singulier. De nouveaux exilés atteignaient la forteresse, devenaient gardiens, apprenaient à supporter ce service étrange. Certains anciens gardiens, de temps à autre, disparaissaient, non pas morts, mais dissous dans la lumière, leur mission achevée. À leur place, autres hommes prenaient le fardeau de la protection du monde. Eysteinn ne pensait plus à sa vie autrefois. Les souvenirs de son clan, du Jarl Roald, des compagnons de sa jeunesse, ne lui semblaient plus que le songe une nuit lointaine. La réalité, était la forteresse, ses frères de garde, et la veille et l'éternel à la frontière entre lumière et ténèbres. Dans de rares instants de méditation, il comprenait qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir. Un sens que ne pouvait lui offrir ni la gloire guerrière, ni la richesse, ni l'amour. Le sens de servir une cause immensément plus grande que ses désirs et ses ambitions. Et lorsque, dans quelques pays lointains, les Skaldes chantaient la légende une forteresse au bord du monde, où même la mort faisait le guet, Eysteinn entendait ces mots et souriait. Les hommes ne pouvaient saisir la vérité tout entière, mais devinaient son importance. Cela lui donnait la force de poursuivre sa tâche, conscient que, quelque part,
On se souvenait de lui et elle en honorait son sacrifice. La garde éternelle se poursuivait, et Eystein en était devenu une part indissociable. La légende du dernier guet. Au bout du monde, là où montent les monts, se dresse une forteresse gardée par des fronts. C'est là que le destin des bannis se détourne, les menant par la neige jusqu'aux portes de Hel, aube morne. Eystein le guerrier, pour sa pitié condamné, épargna son ennemi et son clan Hel à juger. Vers le nord, il marcha, vers la nuit sans retour, là où la raison est éteint, où règne un éternel jour noir et sourd. Dans Hel antique Skøggeholm, il trouva des gardiens, qui veillaient là depuis des siècles sans fin. Nous tenons la frontière entre lumière et noirceur. Nous sommes le bouclier des vivants, la dernière lueur. Eystein comprit, ce haine n'était pas un châtiment, mais un appel. Non pas une fin, mais un don fraternel. Il prêta serment, et le temps se figea. Son âme se lia à la force de ces murs-là. La leçon de cette légende est simple à entendre. La clémence n'est pas faiblesse, mais pouvoir à revendre. Qui épargne un ennemi par pure bonté se gagne un service plus haut que toute vanité. Et si dans la tourmente tu entends sonner l'acier, ce sont les gardiens qui se dressent parmi la glace et les rochers, protégeant ton sommeil, protégeant ta maison, tant que la nuit ne renoncera pas à sa sombre ambition. Souviens-toi, voyageur, celui qui défend la vérité trouve même dans elle exil un chemin vers sa destinée.